Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Euh, Tout d'abord, merci beaucoup à vous tous d'être présents pour ce webinaire aujourd'hui qui a pour thème faciliter l'essor des filières de la bioéconomie territoriale en Hauts-de-France. Ce webinaire est organisé dans le cadre du projet Réseau Site Démonstrateur. C'est un projet qui a commencé en 2015 et qui se finit cette année en 2020. Il a été piloté par Agrotransfert Ressources et Territoires. Agrotransfert, c'est une association qui est basée dans les Hauts-de-France et qui mène des projets de R&D au service de l'agriculture. Ce projet, c'est un projet multipartenarial qui regroupait une quinzaine de partenaires, à la fois des partenaires techniques, scientifiques et des industriels. Il a été financé par le FEDER, par le FNADT dans le cadre du dispositif Territoire catalyseur d'innovation et par la région Hauts-de-France. De commencer cette matinée. Cette matinée de webinaire, elle est organisée en 2 temps. Jusqu'à 10h30, nous discuterons finalement de ce que c'est les filières de la bioéconomie et je vous présenterai la démarche d'accompagnement Philabium qui a été construite dans le projet Réseau de sites. Puis, après une petite pause, à 10h45, nous aurons un second temps qui sera plus un temps d'échange, je l'espère, autour du thème accompagner des agriculteurs dans un projet territorial de valorisation de biomasse et dans lesquels des partenaires du projet vous feront bénéficier de leur retour d'expérience. Commençons donc cette matinée avec cette première partie. Au programme aujourd'hui, alors on va peut-être pouvoir réactiver les caméras de chacun. Au programme aujourd'hui, nous allons avoir une introduction avec Marie-Sophie Laine, qui est vice-présidente agriculture, agroalimentaire et bioéconomie au sein du Conseil régional des Hauts-de-France. Ensuite, Julie Wolfart, chercheuse à l'INRAE et qui a été la référente scientifique du projet Réseau-Type depuis 2015, nous présentera ce que c'est la bioéconomie et les enjeux et les opportunités que cela peut représenter pour l'agriculture et les territoires des Hauts-de-France. Ensuite, je vous présenterai la démarche d'accompagnement. J'ai oublié de me présenter au début. Je m'appelle Lucille Godard et je suis responsable du projet Réseau Site Démonstrateur chez Agrotransfert. Donc, je vous présenterai la démarche Philabium. Ensuite, Hélène Predhomme, qui est responsable de l'axe bioéconomie sur les territoires chez Agrotransfert, animera un temps de questions. Nous aurons un quart d'heure d'échange pour revenir sur ce que vous venez d'entendre. Puis Philippe Vasseur, président de la mission REV3, donc la troisième révolution industrielle en Hauts-de-France, synthétisera ce qu'il aura entendu et nous donnera des perspectives par rapport à ce sujet. Puis, nous aurons une vidéo de conclusion avec le directeur adjoint de la DRAF des Hauts-de-France, Thierry Dupeuple. Je laisse maintenant la parole à Marie-Sophie Laine pour un temps d'introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir convié. Je remercie Agrotransfert pour cette invitation et tous les partenaires, bien sûr, qui ont concouru à l'organisation. Ce colloque aujourd'hui en région marque la fin d'un projet très important pour la bioéconomie, mais en même temps annonce le début d'un essor encore plus important de la bioéconomie en région Hauts-de-France. Pourquoi? Parce que c'est un projet concret qui débouche sur un outil d'accompagnement à disposition directe des acteurs pour développer la bioéconomie en Hauts-de-France. Ceci grâce au travail des différents partenaires que je cite, Agrotransfert, le Pôle IAR, l'INRAE, la Chambre d'agriculture, l'Institut Unilassal, la région, l'État, bien sûr. Il s'inscrit parfaitement dans le master plan bioéconomie de la région qui a été lancé en 2016 et c'était l'un des livrables. Nous croyons très fort en la bioéconomie pour structurer de nouvelles filières. Cela répond aux objectifs et aux enjeux de demain. Demande en protéines végétales, demande en gaz vert, objectif du Green Deal européen, d'une Union européenne neutre en carbone d'ici 2050. Et nous avons tous les atouts d'ores et déjà en région, une biomasse très propice, un tissu agricole plus que compétitif et intégré avec les maillons de la chaîne. Tout ce terrain est attractif naturellement pour les entreprises, les TPE, les PME, mais aussi les grands groupes. 2 exemples. L'exemple de Food Creative, où vous étiez peut-être la semaine dernière et où vous avez remis le prix à une entreprise de la bioéconomie à Pidrèche.
et l'exemple d'Innovafeed qui utilise le réseau de chaleur de Tereos pour faire de la protéine d'insectes. Nous accompagnons la bioéconomie par la recherche avec des projets de recherche comme celui dont il est question aujourd'hui. Et nous accompagnons également financièrement cette bioéconomie puisque depuis 2014, c'est plus de 80 millions d'euros de fonds régionaux qui ont été investis dans les projets liés à la bioéconomie pour plus de 600 projets au total. Nous amplifions ce mouvement par le renforcement dans le cadre du plan de relance régional du fonds REV 3 Financement, qui est un fonds public-privé qui finance les grands projets REV 3 qui vont structurer notre économie de demain. La contribution régionale va passer de 43 millions à 100 millions, ce qui prouve l'effort considérable qui est effectué en la matière. Et au-delà des moyens financiers, il faut aussi mettre en relation les acteurs de la bioéconomie pour mieux l'ancrer sur notre territoire. Et donc, nous lançons actuellement le portail de la bioéconomie en Hauts-de-France et nous le lançons même aujourd'hui. C'était l'un des 4 facteurs clés de réussite du master plan. Il s'agit de recenser de manière exhaustive sur une plateforme les ressources, les compétences, les moyens régionaux mis à disposition des acteurs de la bioéconomie. Cette plateforme existe aujourd'hui à l'adresse bioéconomie-hautefrance.fr. Je vous invite à vous y rendre et à la découvrir, à vous y recenser également si vous êtes une entreprise de la bioéconomie et à la consulter si vous avez un projet. Vous y trouverez des actualités sur la bioéconomie en région, des projets régionaux et toutes les aides mobilisables, la cartographie des acteurs et des types d'acteurs accompagnés à terme d'une cartographie des ressources régionales de la biomasse, qui est en cours d'élaboration. Un projet d'observatoire régional de la bioéconomie va bientôt voir le jour pour compléter le tout et doter les acteurs de la panoplie d'outils dont ils ont besoin. Nous avons les outils pour continuer la dynamique de la bioéconomie en région et la développer plus encore. Vous savez qu'on s'est fixé un objectif ambitieux d'être la région leader européen en matière de bioéconomie. Je pense que nous en avons tout le potentiel, à commencer par la ressource, la biomasse, et grâce à ce climat qui nous permet encore, malgré les évolutions récentes et rapides, en matière de réchauffement, mais nous resterons, je pense, une terre de prédilection pour la bioéconomie grâce à cet écosystème qui nous est favorable. Je suis ravie de l'inclusion des agriculteurs dans ce projet. Leur présence est primordiale pour le développement de la bioéconomie. Je le dis souvent, il ne faut pas oublier les agriculteurs parce que la bioéconomie n'est pas toujours un concept encore parfaitement décrypté. Certains y mettent l'agriculture biologique et non pas forcément la bioéconomie comme source de développement à partir de la biomasse. Il s'agit bien des bioressources. Et on a souvent expliqué tout ça, notamment en session de chambre où nous avons été très bien accueillis avec notre master plan bioéconomie. Je pense donc que de plus en plus les agriculteurs comprennent que ces enjeux-là sont importants pour leur avenir et nous sentons que toutes nos initiatives sont fortement soutenues par le monde agricole. Il faut le laisser à la place centrale, le monde agricole, sinon nous ferons des erreurs d'appréciation. C'est bien pour le développement de notre agriculture que nous agissons également. Sachez que vous aurez avec la région une oreille toujours attentive à vos projets qui représentent l'avenir de notre économie et nous serons toujours présents pour soutenir d'une manière ou d'une autre les initiatives qui visent à expliquer ce qu'est la bioéconomie d'abord, mais aussi à faire entrer les acteurs dans une dynamique résolument positive. Et nous avons de grands enjeux. Tout peut se passer en Hauts-de-France demain en la matière. Une grande partie des avancées peut être réalisée chez nous. C'est donc un domaine d'excellence sur lequel nous avons une attention plus que particulière. Voilà, je vous remercie. Avant de passer la parole à Julie Wolfart, je voulais faire avec vous un petit point de vocabulaire. Parce qu'en fait, il y a des mots qui peuvent paraître comme des mots valises qu'on va employer. Et pour faire un chemin ensemble, c'est peut-être bien d'avoir les mêmes valises, comme ça, on se comprendra.
Alors ce vocabulaire, nous allons souvent employer le mot acteur. Par acteur, ici, on va entendre un individu, un collectif. Donc un individu, ça peut être Monsieur Dupont qui est agriculteur au coin de la rue, ou encore Madame Germaine qui habite à l'autre bout de la rue. Ça peut aussi être un collectif, donc un regroupement de personnes comme une collectivité territoriale, un syndicat, une association, une entreprise. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un acteur, c'est autant une personne physique qu'une... J'ai pas partagé mon écran, pardon. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Donc un acteur, ça peut être autant une personne physique qu'une personne morale. Nous allons également employer le terme de territoire. Ici, la définition de territoire qu'on va donner, elle a un peu trois aspects. Le premier aspect, c'est le territoire, ça va être un espace géographique. Sauf que les frontières de ce territoire, elles sont plus ou moins fixes et plus ou moins figées. Cet espace géographique, en fait, son rayon va dépendre de l'activité d'un acteur. Donc, le territoire de Monsieur Germain, qui est agriculteur, dont on parlait tout à l'heure, va être différent de celui de Madame Dupont. C'était peut-être Monsieur, Madame tout à l'heure, mais bon. Donc, cet espace géographique, il va dépendre de l'activité des acteurs. Et ce qui est également intéressant de prendre en compte, c'est que sur ce territoire, c'est également le tissu relationnel entre les acteurs qui font le territoire. Donc, la limite d'un territoire, ce n'est pas forcément la commune, la collectivité territoriale, la région ou le département, mais c'est un espace qui varie par rapport à l'activité d'un acteur. Si vous voulez peut-être toucher un peu mieux du doigt cette notion de territoire, dans le diaporama que vous pourrez télécharger à la fin de ce webinaire, vous avez des hyperliens et là, vous avez un lien qui vous renverra vers un travail très intéressant qui a été fait de l'OREE et qui revient sur cette définition de territoire. Nous allons également employer le terme de filière. Ici, par filière, on va entendre un ensemble d'acteurs précis dans un lieu donné et qui ont une relation particulière. Cette relation, ça va être souvent une relation commerciale dans ce que l'on va regarder. Donc ici, on parlera souvent de filière de valorisation de biomasse. Donc c'est l'idée que des agriculteurs vont produire de la biomasse qui va être mobilisée et qui va aller jusqu'à une industrie, jusqu'à une entreprise qui va valoriser cette biomasse. Et donc là, on a une filière de d'approvisionnement de biomasse agricole. Enfin, un dernier terme que l'on va employer, qui est un terme que je trouve très très intéressant, c'est l'ancrage territorial. L'idée d'ancrage, c'est, on vient de le dire tout à l'heure, un acteur, il a un territoire. Et ce territoire, en fait, il va être façonné par l'activité de cet acteur. Ce territoire, il va se développer via aussi l'activité de l'acteur, que ce soit un développement économique, environnemental, sociétal. Voilà, les ressources du territoire, elles peuvent être accrues par l'activité des acteurs. Et en fait, cette relation avec l'idée d'ancrage, cette relation, elle n'est pas unilatérale. C'est pas juste l'activité de l'acteur qui va être bénéfique au territoire, mais c'est que dans certains moments, le territoire va lui-même être bénéfique à l'acteur. Je m'explique un peu mieux. Ce type de phénomène, on va le voir par exemple quand un acteur rencontre une difficulté, par exemple dans son activité, et parce qu'il est impliqué dans la vie du territoire, avec des acteurs directement et indirectement liés à son activité, il peut trouver des opportunités qui vont lui permettre d'être plus compétitif ou plus résilient. Voilà, donc cette idée d'ancrage territorial, il y a l'idée qu'en s'investissant sur un territoire, on va bénéficier d'opportunités qui vont être un plus pour notre activité et accroître nos ressources et nous rendre plus compétitifs. Maintenant que nous avons ces valises en commun, je vais laisser la parole à Julie Wolfart qui va nous présenter ce qu'est la bioéconomie et les enjeux et les opportunités que cela peut représenter pour les Hauts-de-France. Bonjour, donc je suis Julie Wolfart, donc comme l'a dit Lucille, chercheuse à INRAE au sein de l'UMR-LAE qui est basée à Colmar et je travaille sur la bioéconomie, comme vous vous en doutez. Alors,
La bioéconomie, aujourd'hui, c'est un terme très à la mode, hein, comme on vient de l'entendre, notamment depuis la mise en place de la stratégie bioéconomie pour la France. Et dans cette stratégie, la bioéconomie, elle se définit comme finalement l'ensemble des activités qui sont liées à la production, à l'utilisation et à la transformation des bioressources. L'objectif de la bioéconomie, en gros, c'est de substituer aux produits qu'on appelle pétrosourcés, c'est-à-dire qui sont fondés sur des ressources fossiles, des produits biosourcés, c'est-à-dire qui vont être produits à partir de biomasse. Ce qui veut dire que la promesse un peu de la bioéconomie, c'est finalement d'améliorer la durabilité de nos sociétés, tout en maintenant un certain niveau de consommation et de production de produits, quoi. Donc la bioéconomie, c'est vraiment un des piliers de ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance verte. En termes économiques, la bioéconomie aujourd'hui, elle représente un chiffre d'affaires au niveau européen de 2,3 trillions d'euros par an. Alors un trillion, je crois que c'est 1000 milliards d'euros. Donc c'est un secteur assez important. Et puis en termes d'emploi, on est à 8,2% des emplois en Europe. En France, on a un chiffre d'affaires annuel autour de 300 milliards d'euros et environ 7,3% des emplois en France. Quand on regarde un petit peu le graphique en camembert là que vous avez, on voit qu'on a à peu près 40% du chiffre d'affaires de la bioéconomie qui est assuré par tout ce qui est alimentaire, donc le secteur alimentaire, ce qui fait qu'on a quand même plus de la moitié de ce chiffre d'affaires qui est assuré par ce qu'on appelle la valorisation non alimentaire des biomasses. Alors c'est notamment les secteurs forestiers, les biocarburants, les secteurs pharmaceutiques et tout un ensemble donc de secteurs qui permettent de valoriser la biomasse, mais pas pour l'alimentation. Le développement, donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a donc la stratégie nationale pour le développement de la bioéconomie et elle porte beaucoup d'attentes, et notamment pour le secteur agricole. La première attente qu'on a vis-à-vis de la bioéconomie, ça va être de proposer une alternative évidemment aux énergies fossiles. La bioéconomie, elle va nous permettre évidemment de diminuer notre consommation normalement, vu qu'on va remplacer des produits pétrosourcés par des produits biosourcés. Et donc, elle va certainement augmenter notre indépendance énergétique. On va être moins dépendant de ces ressources fossiles. Et puis, ça va nous permettre aussi de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, parce que vous le savez tous, les énergies fossiles sont très émettrices de gaz à effet de serre. Et donc, globalement, ça va nous permettre d'améliorer ce qu'on appelle l'empreinte écologique de nos sociétés, c'est-à-dire en gros notre impact sur l'environnement. La bioéconomie porte aussi beaucoup de promesses vis-à-vis de la valorisation de la biomasse. Évidemment, ça va être l'opportunité pour des nouveaux développements industriels. C'est déjà le cas. On a eu quelques exemples en Hauts-de-France tout à l'heure. Des nouveaux produits, des nouvelles filières industrielles qui vont pouvoir se développer, mais également pour le secteur agricole, des nouveaux débouchés pour les biomasses, aussi bien pour des biomasses existantes, pour des cultures en place ou pour des coproduits qui existent déjà, mais aussi certainement des opportunités de développement de nouvelles cultures, de modification des systèmes de culture ou des systèmes d'élevage pour produire différents produits, des nouveaux produits. Également, valoriser les produits, la biomasse sous forme de produits, ça va nous permettre d'augmenter finalement le stockage de carbone dans ces produits biosourcés et donc ici, encore une fois, d'améliorer l'impact général de nos sociétés sur l'environnement. Enfin, il y a des attentes vis-à-vis des organisations des filières. Lucille parlait tout à l'heure d'ancrage territorial. Ce qu'il y a un peu derrière la bioéconomie, c'est que finalement, si demain on est beaucoup plus dépendant de la biomasse que du pétrole, on va relocaliser nos filières sur ces territoires parce que cette biomasse, elle est produite dans les territoires, elle est localisée, on va dire. Hein. Donc on va devoir, je vais dire, relocaliser ces filières dans les territoires, et donc ça va améliorer finalement l'ancrage territorial de ces filières dans les territoires. Donc, vous l'aurez compris, la bioéconomie, c'est évidemment un secteur, enfin un ensemble d'activités qu'il va falloir développer, mais c'est pas que ça, c'est vraiment une opportunité pour la transition écologique des territoires. En effet, il est mentionné à la fois dans les stratégies européennes et françaises l'importance de développer une bioéconomie qui soit durable, qui soit circulaire et qui soit ancrée dans les territoires. Pour développer une telle bioéconomie, il faut prendre en compte évidemment les limites écologiques de nos sociétés. Il faut qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on va organiser toutes ces activités de la bioéconomie pour aller au-delà d'une simple réduction des gaz à effet de serre qui serait une somme
de, je vais dire, la substitution des produits pétrosourcés par des produits biosourcés. L'idée, c'est vraiment d'optimiser les activités liées à la biomasse pour utiliser au mieux cette biomasse et réduire les besoins pour la production. Donc réduire les besoins en ressources, on peut penser notamment les ressources énergétiques, les ressources en eau, les ressources en terre, mais aussi réduire tout ce qui est perte et gaspillage, et globalement pour réduire encore plus drastiquement l'impact de nos activités sur l'environnement. On peut penser ici, par exemple, aux usages en cascade des biomasses entre différents procédés de transformation qui, en plus de produire différents produits qui sont biosourcés, permettent je veux dire, de produire ces différents produits à partir d'une même ressource et donc d'optimiser l'usage de cette ressource. Développer une bioéconomie durable et ancrée dans les territoires, ça demande également de prendre en compte la dépendance de notre production à la variabilité de la production de biomasse. Contrairement aux ressources fossiles, qui elles sont plutôt stables dans le temps, la production de biomasse, elle est variable dans l'espace et dans le temps. Je pense qu'ici, il y a beaucoup d'acteurs agricoles qui le savent, notamment en fonction des potentialités des territoires et des conditions météorologiques. Donc demain, il va falloir qu'on réfléchisse à nos systèmes de production de biomasse pour qu'ils soient productifs, parce qu'on va avoir des demandes accrues en biomasse, mais aussi qu'ils soient résilients face aux aléas, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'assurer une production relativement stable pour un système de transformation et un système de consommation qui va beaucoup dépendre de ces systèmes agricoles, encore plus qu'aujourd'hui, parce que cette problématique, on la connaît déjà évidemment avec l'alimentaire. Enfin, pour la bioéconomie, pour pouvoir développer une bioéconomie circulaire, une place importante doit être faite aux déchets. Il faudra s'interroger sur comment est-ce qu'on s'organise finalement pour recycler les matières organiques et puis pour boucler les cycles des éléments minéraux, de l'azote, du phosphore, mais aussi de l'eau. Donc finalement, concevoir une bioéconomie circulaire et durable, ça va demander de passer d'une vision, je vais dire, classique des filières un peu linéaire, où on part de l'amont vers l'aval, de la production vers la consommation, et où finalement, on a aujourd'hui une organisation comme ça, très linéaire, où on produit une biomasse, on la transporte, on va la transformer, on a des produits, et ces produits sont consommés. Dans cette organisation et cette vision des filières actuelles, on a des acteurs à chaque étape de la filière qui fonctionnent entre eux, on va dire, c'est-à-dire qu'on va avoir des agriculteurs qui vont être spécialisés sur la production, des transformateurs qui vont chacun être spécialisés dans un domaine, dans l'énergie, dans l'alimentaire, dans le matériel, et puis enfin une relation au consommateur qui est généralement un peu distante et je vais dire chacun s'occupe un petit peu de son secteur, quoi. Un des challenges donc pour développer une bioéconomie, c'est d'intégrer les enjeux de production, de transport, de transformation, d'usage et de recyclage des biomasses. Et c'est vraiment de passer de cette vision linéaire à une vision circulaire et intégrer des activités de la bioéconomie. Alors, on peut prendre un exemple un peu concret, c'est-à-dire dans une vision linéaire, le passage de la production à la transformation, on va plutôt être dans une relation, je vais dire aval-amont, c'est-à-dire où on va avoir des besoins, par exemple, sur des procédés de transformation, et on va adapter la production agricole pour répondre aux besoins des industriels. On peut penser par exemple au blé pour la fabrique du pain, où on a eu une évolution des variétés de blé pour qu'elles s'adaptent au mieux aux procédés de transformation et donc aux consommateurs au final, voilà, dans cette chaîne de production. Dans une vision circulaire et intégrée, on aura toujours forcément cette relation-là d'une adaptation des ressources au procédé de transformation, mais il faudra vraiment repenser aussi les systèmes de transformation en fonction des biomasses disponibles sur les territoires. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer développer des procédés de transformation et des produits qui soient complètement adaptés aux ressources pour qu'on puisse utiliser au mieux ces ressources territoriales. Un autre exemple, donc, qui est plutôt sur la relation entre consommation et transformation. Ici encore, on a classiquement l'habitude que les consommateurs consomment des produits issus de la transformation, mais il faudra vraiment repenser, par exemple, l'organisation de la récupération des sous-produits, je vais dire, ou des résidus de la consommation. On peut penser notamment aux biodéchets et donc à la fois leur collecte et leur transformation et leur valorisation dans le procédé de transformation. On peut penser par exemple à la méthanisation des biodéchets qui permet de reproduire un produit à partir des résidus d'un premier produit. On est toujours dans cette idée de vision en cascade et de complémentarité entre les activités. Un autre challenge du coup très important pour mettre en place, pour développer, je veux dire, cette complémentarité entre les activités
bioéconomique dans les territoires, c'est d'avoir des actions coordonnées entre les acteurs, parce que vous l'aurez compris, ça demande une ouverture des secteurs pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on s'organise dans un territoire pour valoriser au mieux les ressources dont on dispose. Sachant qu'aujourd'hui, dans les territoires, ce secteur de la bioéconomie, on l'a vu tout à l'heure dans le graphique sur l'ensemble des secteurs de la bioéconomie, c'est beaucoup d'acteurs différents et c'est beaucoup d'acteurs en général. Et donc, il va vraiment falloir qu'on ait des outils pour pouvoir faire se parler, si vous voulez, pour que les acteurs des territoires puissent s'organiser, aussi bien les acteurs de la production de biomasse, de la transformation, de la consommation, mais aussi les acteurs institutionnels qui permettent de fournir des leviers pour le développement ou bien qui vont réguler le développement de cette bioéconomie. Et donc, vraiment, la démarche Philabium qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un outil qui permet de répondre à ce challenge-là. Alors évidemment, il y en aura certainement d'autres et ça ne va pas répondre à toutes les questions, mais ça permet, enfin on espère en tout cas que ça permet, c'est une démarche qui permettrait vraiment de mettre les acteurs autour de la table, des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, pour avoir des actions coordonnées dans une vision d'usage durable et circulaire des ressources biomasse sur les territoires. Voilà, je vous remercie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter la démarche Philabium. Donc, comme je vous le disais, c'est une démarche d'accompagnement qui a pour objectif de faciliter l'essor des filières de la bioéconomie en Hauts-de-France. Avant de vous présenter à quoi sert la démarche Philabium et comment est-ce que vous pourriez l'utiliser ou la mobiliser ou en parler autour de vous, je voudrais revenir sur ce qui nous a motivés à créer cette démarche, à construire en partenariat cette démarche. Depuis plus de 10 ans, Agrotransfert et ses partenaires, que ce soit l'INRAE, Unilassal, les chambres d'agriculture, etc., travaillent dans des projets partenariaux sur la production et la mobilisation durable de biomasse agricole à destination des filières de la bioéconomie. Et ce qu'on a pu constater sur le terrain depuis cette dizaine d'années, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir dans le développement de la bioéconomie pour les raisons que vient d'expliquer Julie, parce que ça pourrait permettre de répondre à des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, et également qu'il y a un potentiel fort en région Hauts-de-France pour le développement de cette bioéconomie, comme on nous le disait en introduction. Et en même temps, ce qu'on voit également sur le terrain, c'est qu'il y a des projets qui peinent à trouver un débouché. C'est par exemple le cas d'une collectivité territoriale qui, dans un souci d'améliorer la qualité de l'eau sur son territoire, va mobiliser des agriculteurs pour voir quelles cultures ils pourraient implanter qui permettraient d'améliorer la qualité de l'eau. Sauf que ces cultures, elles sont jamais mises en place parce qu'il n'y a pas un industriel, un débouché pour ces cultures. Et donc, d'un point de vue économique, on n'y arrive pas et donc le projet ne voit pas le jour. Il y a également des projets qui sont bloqués parce qu'il y a un désaccord entre les acteurs. Là, on pense typiquement à une unité de méthanisation où il y aurait un industriel qui veut construire une unité de méthanisation et une association de riverains qui va se créer et qui va être en opposition avec ce projet. Et parce que les acteurs n'arrivent pas à se parler, n'arrivent pas à se comprendre, le projet ne voit pas le jour. Et enfin, on a également des projets qui avancent, mais qui avancent lentement, parce qu'il y a un manque de connaissances techniques sur la production de biomasse. Donc, quand un porteur de projet qui n'est pas forcément du monde agricole ou qui peut être du monde agricole va aller rencontrer les agriculteurs pour savoir si ces derniers pourraient produire de la biomasse qu'il aimerait valoriser, parce qu'on manque de connaissances techniques sur cette biomasse, les agriculteurs ont du mal finalement à évaluer leurs risques, à s'impliquer dans cette filière, et donc la filière va avoir du mal à avancer. Face à ce constat, nous sommes de nouveau regroupés en partenariat et nous avons fait le projet Réseau-Type démonstrateur. Donc, comme je vous le disais, il a commencé en 2015 et il se finit cette année en 2020. Dans ce projet, nous nous sommes demandé comment est-ce qu'on peut enlever ces freins au développement des filières territoriales de la bioéconomie en Hauts-de-France. Pour le dire de manière plus positive, nous nous sommes demandé comment est-ce qu'on peut faciliter la réussite de ces projets de bioéconomie, au moins sur la partie agricole et territoriale, vu que
c'est là notre cœur de métier pour l'ensemble des partenaires de ce projet. Nous avons des compétences sur ces parties agricoles et territoriales et c'est donc là qu'on peut faire la différence. Et donc, nous avons regardé ces éléments-là. L'objectif du projet, c'était d'acquérir des références et des connaissances qui soient utiles à la production et à la mobilisation de biomasse agricole pour une valorisation dans les filières territoriales de la bioéconomie. Ces références et ces connaissances, en fait, elles portaient sur deux des freins dont je viens de vous parler. Comment est-ce qu'on peut faire s'entendre les acteurs sur les territoires? Qu'est-ce qui contribue à ce qu'il n'y ait pas de désaccord entre les acteurs? Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils s'entendent bien et qu'ils arrivent à cheminer ensemble dans le projet? Et également, quelles sont les connaissances qui nous manquent sur la production qui seraient utiles pour finalement faciliter l'essor de ces filières de la bioéconomie? La finalité du projet Réseautite, c'était de construire une démarche d'accompagnement qui soit outillée et qui aide des porteurs de projets et leurs conseillers dans la mise en place et l'ancrage territorial de leurs projets de filière. Cette démarche, c'est la démarche Filabium. Ici, il faut comprendre que donc le porteur de projet, le type de personnes auxquelles s'adresse la démarche Filabium, ça va être des acteurs économiques qui ont un projet de valorisation de biomasse agricole. Donc en fait, la question des projets qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas de débouché à la biomasse, on l'a d'une certaine manière contourné en construisant la démarche Filabium parce qu'on considère qu'on va utiliser la démarche Filabium lorsqu'il y a un acteur qui a un projet de valorisation de biomasse agricole, qui arrive sur un territoire et qui veut mettre en place sa filière d'approvisionnement. Cet acteur, ça peut être un industriel, une collectivité territoriale qui a un projet de chaudière, un agriculteur, une coopérative, etc. Et la démarche Filabium, elle s'adresse également aux organismes qui vont réaliser une action de conseil auprès de ces porteurs de projets, les chambres consulaires, les bureaux d'études, etc. Donc voilà, cette idée de les projets qui n'ont pas de débouché, donc qui sont freinés parce qu'il n'y a pas de porteur de projet, on l'a contourné avec la démarche Filabium parce que c'est justement là notre porte d'entrée. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la démarche Filabium ne peut pas être employée dans d'autres cas. Pour acquérir les références et les connaissances qui composent et qui nous ont permis de créer la démarche Filabium, nous avons suivi pendant 5 ans d'un Réseautite, d'où le nom du projet Réseautite démonstrateur. Ce Réseautite, il est composé de 4 plateformes d'expérimentation agronomique dans lesquelles on a regardé comment est-ce qu'on peut produire au sein des systèmes de culture locaux, au sein des rotations en Picardie et en Hauts-de-France, de la biomasse pour à la fois les filières alimentaires et non alimentaires, et quel en est l'impact d'un point de vue écologique, agronomique et économique. Nous avons également suivi 3 territoires pilotes. Ces territoires pilotes, en fait, c'était des porteurs de projets, des industriels qui avaient un projet de valorisation de biomasse agricole et on a regardé avec eux comment est-ce qu'on pouvait mettre en place leur filière d'approvisionnement et on a regardé ce dont ils avaient besoin et comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Et on a capitalisé tout ça et c'est ça qui nous a permis de construire en partenariat la démarche Filabium. Ce qu'on a pu constater au travers de ce Réseautite, c'est que l'essor d'une filière, elle passe par la prise en compte de 2 dimensions. La dimension technique du projet et la dimension humaine et territoriale du projet. Par exemple, lorsque dans l'un des territoires pilotes, on est allé rencontrer les agriculteurs, on a vu que ceux-ci étaient intéressés à la fois par les aspects techniques qu'on leur proposait, mais qu'ils avaient également beaucoup de questions sur le porteur de projet, qui il est, d'où il est-ce que ce qu'il me propose, ça va durer dans le temps. Donc en fait, on voit bien déjà dans des petits échanges simples et qui arrivent dans chaque projet qu'il faut prendre en compte cette dimension technique et cette dimension humaine et territoriale. Face à ce constat, on a construit la démarche Filabium. Cette démarche, elle est composée autour de 2 axes. Le premier axe porte sur la mise en place concrète de la filière d'approvisionnement et le deuxième sur l'ancrage de la filière au sein du territoire. Dans le premier axe, il y a différentes étapes. La première, ça va être de s'intéresser à le porteur de projet, il arrive, il a un projet de valorisation de biomasse, mais il va falloir construire avec lui son approvisionnement. Quel est véritablement, par rapport au territoire dans lequel il est, par rapport à son cahier des charges,
l'approvisionnement qui lui conviendrait. Avec ces éléments, on peut ensuite aller rencontrer les agriculteurs ou les différents acteurs agricoles pour organiser la production et la mobilisation de cette biomasse. Et également construire une relation de confiance avec ces acteurs qui va nous permettre de contractualiser et de mettre en place concrètement la filière au sein du territoire. Le deuxième axe de la démarche, il porte donc sur l'ancrage de la filière au sein du territoire. Donc on n'est pas vraiment juste dans le côté comment est-ce que je mets en place ma filière avec les acteurs qui sont directement en lien avec mon projet, mais on va plutôt essayer de comprendre comment fonctionne le territoire et quels sont ces différents acteurs pour également construire une relation de confiance avec eux. Pour ça, on propose de faire une étude du territoire et des acteurs, un peu un diagnostic finalement territorial et mieux comprendre les enjeux des acteurs, savoir si sur ce territoire, il y a un fort enjeu par rapport à l'emploi, sur tel autre, c'est plutôt la formation. Avoir ces éléments en tête pour préparer les rencontres avec les acteurs, aller rencontrer les acteurs et également construire avec eux une relation de confiance qui pourra, par la suite, dans la vie du projet, être une source d'opportunités. La démarche Filabium, finalement, en termes d'étapes, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, le message que je veux vraiment vous passer ici, c'est que ces étapes, c'est un peu un cadre, une bulle autour du porteur de projet pour l'aider de cheminer de son idée, d'un point A, où c'est son idée, son concept, à la mise en place concrète de sa démarche. C'est un peu une rubalise, on va dire, pour avancer et savoir comment est-ce qu'on y va et impliquer l'ensemble des acteurs dans ce chemin. Là où la démarche Filabium va se distinguer, c'est qu'elle est outillée. Elle contient des guides, des posters, des fiches, des vidéos qui contiennent des retours d'expérience, des clés de réussite, des références qui vont aider le porteur de projet et son conseiller à comprendre la philosophie de la démarche Filabium et à éviter des embûches qui pourraient se dresser sur son chemin. Ces outils, ils sont disponibles sur un espace internet qui est donc hébergé par Agrotransfert et dont vous avez le lien internet que vous pourrez récupérer à la fin de cette présentation. Ils sont disponibles et vous pouvez aller les consulter. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la démarche Filabium, je vous propose juste d'avoir un peu un aperçu de quelques petits points pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez trouver dans cette démarche. Et je vous propose de commencer par explorer un peu ce premier axe sur la mise en place concrète de la filière d'approvisionnement. Et pour cela, je vous propose de regarder une vidéo avec le retour d'expérience de deux des porteurs de projets que nous avons accompagnés dans le projet Réseautite Démonstrateur. Le projet a été initié en 2011 et en 2016 a été mis en service pour la première injection du premier mètre cube de biométhane. Et c'est un projet multi-acteurs dans lequel 30 agriculteurs sont partenaires, des industries agroalimentaires, et on recherche aussi des partenariats avec les collectivités pour valoriser des gisements organiques des communes locales. C'est un projet qui s'est construit sur un échange avec les agriculteurs, un échange PAI-Digesta. On est venu avec les agriculteurs à réfléchir à d'autres systèmes de valorisation. L'idée, c'était aussi de pourquoi pas proposer un mode de valorisation en culture énergétique dans des cycles de rotation qui seraient intéressants pour eux, qui seraient intéressants pour nous. L'idée dans la démarche globale, c'était de ne pas nuire à l'exploitation au niveau agronomique, au niveau économique. L'idée, c'était de faire une pré-étude sur l'approvisionnement et c'est là qu'on en a discuté avec Agrotransfert, c'est pourquoi pas faire un partenariat avec des personnes qui avaient l'expérience du territoire. Donc déjà un historique de l'ensemble de différentes données et expériences qui auraient pu être faites sur l'agriculture locale et ensuite de voir les retours avec des agriculteurs de notre groupe pour voir s'il y avait un intérêt effectivement à valoriser des biomasses différentes de la paille, notre premier modèle, et dans quelles conditions. La filière bois énergie a été mise en place à l'UCAC en 2008, qui était une année un peu compliquée au niveau céréales. La coopérative a cherché à apporter de nouvelles rémunérations aux agriculteurs, coopérateurs. Donc on s'était rendu compte qu'à l'époque, pas mal d'agriculteurs avaient déjà en leur possession des volumes de bois qu'ils n'avaient pas forcément moyen de valoriser. Donc cette filière-là a pu commencer à provisionner des chaudières biomasse au niveau de l'Oise. En ayant mis en place cette filière-là, on cherche forcément à la pérenniser. Et donc l'idée est venue de la biomasse agricole.
On a demandé un accompagnement sur ce sujet-là, parce qu'on avait notamment pas forcément les ressources en interne pour réaliser ce type d'études. Donc l'étude qui a été menée nous aura apporté comme une bonne étude bibliographique avec une vision globale de ce qui peut se faire sur ces sujets-là. Ce qui a permis de porter notre choix sur les taillis à très courte rotation et sur l'espèce de saule. Donc, suite à ces études bibliographiques, on a pu aller à la rencontre d'agriculteurs avec des données concrètes sur à la fois les itinéraires techniques, enfin, en tout cas tout ce qui était données financières, tout en présentant la filière que l'UCAC a en place et souhaitait développer avec eux. Et donc ce qui a permis de trouver plusieurs agriculteurs pour mettre en place cette filière-là. Et ce qu'on entendait dans ces 2 retours d'expérience, c'est que, en fait, les porteurs de projet étaient là dans le projet avec une approche technique. Ce qui les avait motivés à solliciter un accompagnement, c'était plutôt la dimension technique, parce qu'ils souhaitaient disposer de connaissances techniques sur la biomasse afin de pouvoir faire des choix éclairés, qui souhaitaient être accompagnés par des experts pour mieux prendre en compte les spécificités du territoire dans lequel ils étaient, et également avoir la possibilité de faire certaines études évaluatives pour mieux voir les choix qu'ils pouvaient faire et également apporter des réponses aux interrogations des acteurs et construire avec eux. Par exemple, dans le cas de l'unité de méthanisation, il y avait des questions autour du stockage de carbone et de la fertilité des sols qui étaient posées par les agriculteurs et des travaux d'évaluation ont été faits dans ce sens pour apporter des réponses. Donc, dans la démarche Philabium, vous allez pouvoir retrouver cette dimension technique, que ça soit dans le guide « Comment fédérer les agriculteurs autour d'un projet » où on vous propose, quand vous avez une rencontre avec des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils attendent un peu en termes de comment est-ce que vous pouvez présenter la ressource, qu'est-ce qui vous avez intérêt sur quels éléments vous avez intérêt à revenir. Vous allez également retrouver dans la démarche Philabium de nombreux résultats, de nombreux outils qui sont issus du suivi pendant les 5 années des plateformes d'expérimentation et qui reviennent sur la production de biomasse, les clés de réussite, les impacts que cela peut avoir d'un point de vue agronomique, que ce soit positif ou plus négatif, et environnemental. Sur les territoires pilotes, ce que l'on a également pu voir, c'est l'importance du porteur de projet. Donc, ce qui rentre dans cette idée de dimension humaine et territoriale à prendre en compte quand on porte un projet. Que ça soit sur le territoire avec l'unité de méthanisation, on a vu que le fait que le porteur de projet soit très impliqué et très présent auprès des agriculteurs a permis d'aller au-delà d'une méfiance que peuvent avoir les agriculteurs envers les industriels et de construire une relation de confiance. De la même manière, sur le territoire pilote de l'UCAC, on a vu que si on rencontrait les agriculteurs et qu'on leur disait que des éléments techniques, ça ne marchait pas. Et on a dû organiser une rencontre vraiment avec le porteur de projet où les agriculteurs ont posé toutes leurs questions et ça a débloqué la situation. Ce type de constat nous a permis de proposer comme clé de réussite qu'il est important pour le porteur de projet de prendre le temps et d'être présent sur le territoire. C'est donc ce type de résultat que vous pourrez trouver dans le guide « Comment fédérer les agriculteurs autour d'un projet » et plus globalement au sein de différents outils de la démarche Philabium. Ce qu'on a pu également voir sur les territoires pilotes en accompagnant les porteurs de projet, c'est qu'il existe différents types de porteurs de projet. Chaque porteur de projet va avoir ses spécificités et en plus, le porteur de projet, c'est être une entreprise et dedans, vous avez affaire à un interlocuteur particulier. Cet interlocuteur, il va se caractériser par rapport à ses connaissances techniques du projet, le temps qu'il a dédié à ce sujet, peut-être qu'il a plein d'autres sujets à traiter et que ce n'est pas très prioritaire pour lui et pourtant il sollicite un accompagnement et également sa capacité à prendre une décision sur le sujet. Et donc, on a également créé un guide qui s'appelle Comment accompagner un porteur de projet, donc qui s'adresse plutôt aux personnes qui accompagnent les porteurs de projet et dans lequel vous pouvez retrouver une typologie des différents types de porteurs de projet dans laquelle on a essayé de faire ressortir les avantages de chacun des profils. Celui qui a beaucoup de temps dédié mais qui s'y connaît pas beaucoup d'un point de vue technique et qui ne peut pas prendre de décision.
celui qui peut prendre les décisions mais qui n'a pas de temps à passer sur le projet. Et on vous propose des clés de réussite pour mieux comprendre comment interagir en tant que conseiller avec ces porteurs de projets. De regarder le deuxième axe de la démarche Filabium qui, lui, porte sur l'ancrage de la filière au sein du territoire. Sur cet axe, on s'intéresse plutôt à la relation entre le porteur de projet et les acteurs publics, les riverains, en fait les personnes qui, a priori, pourraient ne paraître pas directement impliquées dans le projet et pourtant qui sont à prendre dans le projet. Notre activité génère des volumes de produits importants. Les ANA sont des produits qui sont issus de la première transformation de la paille de lin. Donc le teillage, c'est environ 120 tonnes par jour d'ANA qui sortent. Les ANA voyagent très mal par leur faible masse volumique. Il est important pour nous d'accroître la valeur ajoutée de ces produits. Pouvoir rentrer dans des projets intégrés au territoire comme vous l'avez proposé était intéressant parce que ça nous permettait en fait d'une part de trouver des voies de valorisation de nos produits de proximité. Le fait de pouvoir travailler par le biais de structures comme Réseau de Sites et par l'appui de conseils du pôle IAR nous permettait de faciliter l'ensemble des relations, que ce soit des relations de territoire, mais également en fin de compte faciliter les relations avec des entreprises régionaux intéressées par la valorisation de ces produits. Avec Réseau de Sites et la société FMB qui est à 10 km de chez nous, on a envisagé de construire ensemble une méthode de travail appuyée par Réseau de Sites. Alors FMB, c'est une société qui travaille depuis de nombreuses années dans l'injection plastique et qui est aussi volontaire pour trouver les nouveaux débouchés. Cette structuration de projet nous a permis d'avancer et aujourd'hui on est en phase de réaliser des produits pour amener un petit peu de produits verts dans les plastiques. C'est ce qui est recherché par des utilisateurs finaux. En fait, au début du projet, la Calira devait travailler avec une entreprise qui avait un projet de valorisation des ANA de lin, dont du béton, qui s'appelait Novisol. Et cette entreprise, en fait, elle a fait faillite fin 2016. Et donc, pendant toute l'année, enfin de fin 2016 à 2017, dans le cadre du projet Réseau de Sites, on a cherché une autre personne qui pourrait travailler avec la Calira, sachant qu'on était plutôt contraint d'un point de vue géographique de par les financements du projet. Et alors, quand on commençait un peu à désespérer, la Calira a trouvé un partenaire potentiel qui était en fait à 10 km de chez lui. Et là, je trouve que cet exemple est vraiment un exemple d'opportunité qui peut être offert par l'ancrage territorial d'une entreprise. Parce que le directeur de la Calira connaissait le directeur d'une entreprise qui fait qui produit des plastiques. Et ben, ils se sont rendus compte en discutant qu'il y avait un projet qu'ils pouvaient mener ensemble. Et donc, en fait, on voit vraiment cette idée que quand on est dans une difficulté, et le fait d'avoir investi finalement pendant des années en s'impliquant dans la vie du territoire, cela peut être une source d'opportunité quand on rencontre une difficulté et qu'on cherche un partenaire, par exemple, pour mener à bien un projet. D'autant plus que quand ils ont commencé à travailler ensemble, ces deux porteurs de projet, donc la Calira et Plastitech, nous ont dit que la relation de travail qu'ils avaient entre eux s'était établie très rapidement et avait été source d'efficacité. Ils expliquent cette source d'efficacité par quatre... Oula, pardon. Excusez-moi. Pardon. Donc, ils expliquent tout cela par 4 éléments. Je reviens sur ma présentation au bon endroit. Voilà. Ils expliquent tout cela par 4 éléments, à savoir la proximité géographique entre les acteurs, parce que ça permettait pour eux de faciliter les échanges et ça en améliorait la qualité, par le fait qu'ils se connaissent d'avant le projet qu'ils ont souhaité mener ensemble, parce que la relation de confiance était déjà établie. Le fait également qu'ils partagent une finalité commune, une vision du marché qui soit porteuse. L'idée ici, en fait, c'était que
les deux entreprises voyaient l'intérêt de travailler ensemble parce que toutes les deux avaient quelque chose à y gagner. Et également, ils ont apprécié de travailler ensemble et cette relation s'est mise en place facilement parce qu'il y avait une rencontre et une complémentarité des savoir-faire. L'une plutôt sur la ressource, les annales avec la Calira, et l'autre sur la valorisation qu'on pouvait faire en plasturgie. Et à un moment où tout pouvait paraître flou dans le projet, le fait que chacun ait des connaissances qui soient complémentaires leur a permis d'aller plus loin et de savoir si le projet valait la peine d'être poursuivi. Vous avez certainement maintenant compris l'intérêt de la démarche Philabium, mais peut-être que vous vous posez la question de « Ok, ouais, mais moi, comment est-ce que je l'utilise, la démarche Philabium? Comment est-ce que je l'emploie? Qu'est-ce que j'en fais ?» Donc, voici un petit récapitulatif pour avoir les choses bien claires. La démarche Philabium, elle s'adresse donc à un porteur de projet qui a un projet de valorisation de biomasse agricole et également aux organismes qui vont réaliser une action de conseil auprès de ces porteurs de projet. Cette démarche, elle propose un cadre pour avancer avec des références, des clés de réussite, des retours d'expérience, des méthodes qui sont capitalisées au sein d'outils. Ces outils et ce cadre, vous pouvez y accéder via le site internet qui est dédié à la démarche Philabium. Ce qu'il faut aussi retenir avec la démarche Philabium, c'est qu'on ne souhaite pas vous lancer et vous dire vous allez voir le site internet et puis c'est tout, mais que vous pouvez mobiliser des experts qui peuvent vous former pour employer la démarche Philabium, répondre à votre question, vous accompagner avec la démarche Philabium et encore vous apporter une expertise ou réaliser des évaluations par rapport aux questions que vous vous posez ou que les acteurs vous posent dans votre projet. Pour dire tout ça autrement, la démarche Philabium, c'est une démarche qui n'est pas linéaire, malgré les deux axes qui sont très linéaires. C'est plutôt une façon d'avancer dans un projet pour aller de l'idée jusqu'à la mise en place concrète de la filière ancrée au sein d'un territoire. La démarche Philabium, c'est des outils dans lesquels vous pouvez aller piocher avec des références dans différents domaines, que ce soit des domaines en agronomie, environnement, économique, ancrage territorial, etc. La démarche, elle peut vous accompagner dans plusieurs moments de votre projet et elle est souvent accouplée avec la réalisation d'évaluations qui va permettre de prendre en compte les spécificités de votre projet et répondre aux questions des acteurs sur les territoires. Nous avons donc fini cette présentation sur la démarche Philabium et je vous propose un temps d'échange et de questions. Moi, j'aurais déjà une première question, à savoir comment les filières de la bioéconomie se mettent en place sur les territoires? Quel est l'écosystème et qui décide de lancer une filière de la bioéconomie sur les territoires? Donc, qui est-ce qui décide de mettre en place une filière et quel est l'écosystème qui peut être favorable à l'émergence de cette filière? Il peut y avoir plein d'acteurs, comme j'ai essayé de vous montrer dans la présentation, qui peuvent être à l'origine de la mise en place d'une filière. Nous, avec la démarche Philabium, on préconise plutôt le fait que ce soit la personne qui offre un débouché économique à la biomasse qui soit à l'initiative de ce projet, du projet de valorisation de biomasse. Après, ça peut être plein d'acteurs et il faut souvent par contre trouver ce porteur de projet qui va être prêt à investir pour valoriser la biomasse et faire en sorte qu'on n'a pas l'écueil de tout le monde est partant pour y aller, mais personne n'y va parce qu'on n'a pas le débouché, ce qui est ce qu'on peut voir sur les territoires. Concernant l'écosystème qui peut être favorable à l'émergence d'un projet et comment est-ce qu'on prend en compte cet écosystème? Moi, par écosystème, j'entends finalement quel est le territoire et quels sont les acteurs qui sont dans ce territoire et qui interagissent et qui ont une relation entre eux. Et je pense pas qu'il y a un écosystème vu qu'il y a plein de territoires et que justement, c'est ce qu'on vous préconise dans la démarche Philabium, c'est d'apprendre à connaître, c'est la première étape d'ailleurs de la partie ancrage, c'est d'apprendre à connaître le territoire et quels sont ses acteurs pour bien comprendre les enjeux et ensuite pouvoir dialoguer avec l'ensemble de ces acteurs et réussir à mobiliser toutes ces personnes dans une dynamique commune qui va nous permettre de passer, comme je le disais, de l'idée à la mise en place concrète de la filière. D'accord. Et du coup, si je suis un porteur de projet,
Je peux avoir une idée d'une valorisation des biomasses, mais pas forcément des connaissances au niveau agricole et au niveau des agriculteurs notamment. Et du coup, comment je fais pour aller informer les agriculteurs? Comment les agriculteurs sont mis au courant de ce type de projet? Il y a plein de... Donc, comment est-ce qu'on implique les agriculteurs et comment aussi, j'entends dans la question, comment est-ce que le porteur de projet qui connaît peut-être rien à l'agriculture se documente sur ces aspects-là, enfin se documente ou s'informe sur ces aspects-là. Sur le deuxième point, qui est le porteur de projet, ça me semble très important. Nous, ce qu'on a pu voir dans l'un des territoires que l'on a suivi, c'est que, en effet, selon le métier, on n'a des fois aucune connaissance en agriculture. Et pour moi, c'est là que le rôle du conseiller est très important parce que c'est à lui d'amener des connaissances au porteur de projet pour que celui-ci comprenne mieux les enjeux liés à la production de biomasse, que la production de biomasse, comme le disait Julie tout à l'heure, il y a des aléas climatiques qui peuvent interférer, il y a plein d'éléments. Et donc, c'est d'ailleurs un des aspects dans le guide comment accompagner un porteur de projet, où on revient sur quelques a priori qu'on peut souvent entendre pour dire, bah voilà, ça c'est pas vrai. Et donc, voilà, de faire attention à toutes ces idées préconçues qu'on peut avoir sur l'agriculture. Et là, c'est vraiment c'est vraiment important que le conseiller ait en tête ces éléments-là, et c'est ce qu'on essaie de souligner dans la démarche. Sur la partie comment est-ce qu'on va rencontrer les agriculteurs, chaque projet, chaque manière d'aller rencontrer les agriculteurs, de nouveau, c'est discuter avec les personnes qui sont impliquées dans le territoire et qui savent la meilleure manière d'aller rencontrer les agriculteurs. On le verra dans le forum tout à l'heure, des fois c'est intéressant d'avoir une personne relais, une personne qui connaît le territoire, qui connaît les différents acteurs, avec lequel le porteur de projet va pouvoir travailler pour se dire, ben voilà, dans ce lieu-là, en fait, la meilleure manière d'aller rencontrer les territoires, c'est d'aller taper à chaque porte pour rencontrer tous les acteurs. Ou non, c'est d'organiser une réunion publique. Voilà, il y a plein d'éléments différents. Du coup, moi, j'aurais une autre question en attendant que les questions arrivent. C'est du coup, quand on est conseiller pour accompagner le porteur de projet, comment cette démarche, elle va impacter mon travail et quel temps je vais y passer, comment je fais concrètement pour la mettre en œuvre et comment je fais aussi pour m'emparer de cette démarche quand je ne la connais pas. Comment est-ce qu'on met en œuvre la démarche Filabium en tant que conseiller? Comment est-ce qu'on apprend à savoir ce qu'il y a dans la démarche Filabium? Ça va dépendre du temps que vous avez d'une certaine manière. Je pense que si vous êtes intéressé par la démarche, un des bons aspects, ça peut être d'aller sur le site, d'abord de voir un peu si ça vous intéresse avec sur le site internet, sachant que tous les outils sont mis à votre disposition et sont accessibles gratuitement. Après, si vous voulez en savoir plus et voir comment est-ce que vous, dans votre projet, et être formé et mieux comprendre dans toute cette philosophie ce que vous devez retenir, les partenaires du projet en AgroTransfert sont disponibles pour échanger avec vous et pour vous accompagner. Et donc là, c'est une discussion bilatérale à avoir avec nous. Et normalement, vous avez nos coordonnées à la fin de la présentation. Donc surtout, n'hésitez pas, on sera très heureux d'en parler avec vous. Je sais pas si... je pense que tu as répondu à une question qui demandait si la démarche Filabium était gratuite, mais est-ce que toute la démarche Filabium est gratuite ou il y a des éléments qui peuvent demander un accompagnement particulier? Les outils de la démarche Filabium sont mis à disposition gratuitement. L'accompagnement dont vous pourrez bénéficier, si vous demandez par exemple une formation ou un accompagnement pour votre projet ou encore la réalisation d'évaluations pour répondre à votre projet, là c'est à discuter. Merci. On a une question également sur est-ce que nous gardons une trace des projets qui ne marchent pas pour aider justement les autres porteurs de projets qui pourraient rencontrer les mêmes difficultés? Là, dans les 3 projets, donc là, avec la démarche Filabium, on a suivi que ces 3 territoires pilotes. Donc, elle n'a pas été déployée sur d'autres territoires. On vous attend pour le faire. Les clés de réussite qui sont dans les guides
sont finalement assez souvent, des fois, issus de ce qui marche pas. Donc, on l'a formulé positivement, mais justement, en fait, c'est très intéressant de voir ce qui ne marche pas. Et c'était l'intérêt sur les 3 différents territoires pilotes de voir la manière dont les porteurs de projets menaient leur travail pour voir ce qui marche pas. Et tout ça, on a essayé de le capitaliser au sein des guides. Il y a une question dans le chat. Bonjour à tous. Tout d'abord, bravo à Agrotransfert, bravo à Lucille pour ce webinaire. On entend bien et les questions là que nous avons eues, il y a un facteur important dans tout ça, c'est le facteur, je vais le qualifier de facteur humain, et d'avoir le ou les acteurs du territoire suffisamment ancrés dans leur territoire pour être au courant de ce qui s'y passe. Et l'exemple de la Calira, de ce point de vue-là, est très illustrant. 2 entreprises à 2 km, à 10 km, c'est le chiffre de mémoire, à 10 km l'une de l'autre, tout d'un coup se sont croisées et ont pu visiblement construire quelque chose. Et je me suis dit, pour avoir un peu suivi les travaux de Philippe Biom et être curieux de ces sujets de la bioéconomie, on n'a pas, durant le projet, et sauf erreur de ma part, pris contact, parce qu'il y a les acteurs économiques, les entreprises, mais aussi les acteurs consulaires. On n'a pas échangé avec chambres de commerce et chambres de métiers qui ont eux aussi des ancrages territoriaux. J'aurais pu y penser plus tôt, mais toutes mes excuses. Alors, merci Benoît pour cette remarque question. On a quand même eu un groupe de travail justement avec on avait fait un appel assez général aux acteurs publics, dont les CCI aussi, pour un groupe de travail pour revenir sur les clés de réussite qu'on préconisait sur comment est-ce qu'on implique les acteurs du territoire au sein d'un projet. Donc, c'est un des aspects ils n'ont pas été partenaires et impliqués dans l'ensemble des territoires pilotes et de ce qu'on a pu suivre, mais ils ont été contactés et on a également eu des échanges, par exemple, avec d'autres acteurs pour mieux comprendre leurs attentes par rapport à l'émergence de ces filières et ce dont eux avaient besoin pour accompagner les projets. Et on laisse donc la parole à Philippe Vasseur pour un temps de synthèse et de perspective. Philippe Vasseur, il était ministre de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Alimentation entre 1995 et 1997 et aujourd'hui, il est président de la mission REV 3, donc comme je vous le disais, 3e révolution industrielle en Hauts-de-France, dans le cadre dans lequel il intervient aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Monsieur Vasseur. Oui, alors une précision, quand on parle de 3e révolution industrielle, on ne s'intéresse pas qu'à la manufacture. Industria en latin, ça veut dire activité. Et dès le départ, dès que nous avons lancé cette démarche, cette vision, on y a inclus le monde agricole. Et les travaux que nous avons menés avec le monde agricole ont été assez fructueux. Je vais y venir. Ce qui est caractéristique de votre démarche et de la nôtre, c'est cette volonté multipartenariale. Et je crois que c'est vraiment la clé du problème. Quand on voit que 2 entreprises, j'ai bien retenu l'exemple de Calira, que 2 entreprises pouvaient travailler ensemble, qu'elles étaient à 10 km l'une de l'autre, mais qu'elles ne se connaissaient pas, on voit bien le travail qui est à mener précisément pour connecter la totalité des acteurs. Je crois que la force du collectif est vraiment une des caractéristiques de ce que nous voulons faire dans cette région. Et quand je dis ce que nous voulons faire, c'est-à-dire l'ensemble des forces politiques, économiques, universitaires, etc. Et on doit retrouver cette même volonté dans la constitution des filières que vous avez évoquées. Et je vais prendre un exemple pour nous qui est tout à fait caractéristique, qui est la filière que nous avons baptisée du nom de Corbi. Alors, ça veut dire quoi, Corbi? Ça veut dire collectif opérationnel régional du biogaz injecté. Et dès le départ de notre démarche, avec les différents acteurs qui se sont d'ailleurs trouvés eux-mêmes, nous avons mis la barre assez haut en disant nous voulons être, nous les Hauts-de-France, la première région d'Europe, je ne dis pas de France mais d'Europe, pour le biogaz, pour le biogaz, pour le biométhane injecté. Et on est en voie de l'être. Aujourd'hui, nous sommes partis, je pense que pour 2025, nous aurons 25% du gaz qui sera du gaz venant, donc disons des ressources renouvelables, du biométhane, etc. Et 80% des projets sont portés par des agriculteurs. Et on retrouve là évidemment une dimension qui est aussi une dimension territoriale, qui est un des autres aspects que vous avez évoqués. Je pense que
On a vraiment dans cette démarche de la filière du biométhane un exemple qui est un exemple tout à fait à suivre et tout à fait probant, à condition, bien évidemment, à condition que l'élan ne soit pas freiné par, disons, des décisions qui nous échappent. Je pense notamment à ce qui figure dans le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous sommes en discussion, évidemment, puisque l'élan de la filière méthane se trouvait brutalement freiné. J'espère que nous parviendrons à le surmonter, parce qu'il y a là véritablement un enjeu qui est un enjeu important pour la bioéconomie, pour le monde agricole et pour les territoires. On peut retrouver cette volonté de filière et de valorisation de la bioéconomie dans d'autres domaines. Je pense aux protéines, par exemple, ou aux matériaux biosourcés. On a évoqué tout à l'heure les anadelins. Malheureusement, la vidéo a été un peu écourtée. Il y a dans la valorisation des anadelins véritablement des débouchés possibles dans la construction. On peut faire du béton de lin, comme on peut faire aussi du béton de chanvre. Et tout cela, nous y travaillons avec les acteurs qui sont les acteurs du monde de la rénovation du bâtiment, les acteurs, les bailleurs sociaux, etc. Et on a véritablement dans cette région à la fois, disons, des potentialités et en même temps des débouchés. Je pense que pour nous, pour REV 3, qui est en quelque sorte la projection de la région vers le futur avec les nouveaux modèles économiques, la bioéconomie est véritablement un pilier. Alors, je voudrais terminer mon propos, insister sur un point. Marie-Sophie Laine, tout à l'heure, a évoqué, elle a parlé de REV 3 financement, etc. Il nous faut des moyens. Il faut des moyens, bien évidemment, pour réussir cette mutation, cette transition. Il faut des moyens pour que la bioéconomie puisse être véritablement un des secteurs clés de la région de Hauts-de-France. Il y a des moyens qui existent aujourd'hui. Il y a des moyens qui sont des moyens classiques qu'on va retrouver, vous en entendez parler, fonds de transition, FEDER, etc., Fratri, qui est alimenté par l'ADEME et par le Conseil régional. Il y a d'autres outils financiers qui existent, et notamment un livret d'épargne citoyenne sur lequel nous avons levé 42 millions d'euros aujourd'hui et qui pratique des prêts, et notamment des prêts pour les petites structures. Il y a aussi une société qui s'appelle 4.3RI qui fait de la prise de participation. Les moyens existent. Et on a décidé, avec la région, de passer à une étape supérieure et d'avoir véritablement de mettre des moyens qui soient des moyens lourds, importants. Là, quand je vous parle, disons, entre 500 et 600 millions d'euros, on voit bien quels sont les enjeux à travers un outil qui s'appelle REV 3 Financement. Et le hasard fait que nous allons le présenter en fin de matinée. Vous voyez, cet outil, vous êtes vraiment tout à fait dans les précurseurs en la matière. Et donc, c'est un fonds qui va mobiliser, c'est un outil de financement qui va mobiliser 500 à 600 millions d'euros avec ceux qui existent et aussi l'appel à des capitaux privés, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut être capable de mixer, de mettre ensemble, toujours de connecter, d'avoir un multi-partenariat des fonds publics et des fonds privés, avec 3 compartiments. Un compartiment equity, c'est-à-dire, disons, prise de participation pour à peu près 250 millions d'euros, c'est l'objectif. Un compartiment de prêts, là pour 150 millions d'euros, parce qu'il existe de multiples possibilités de prêts, mais quelquefois, on n'a pas nécessairement la réponse sur tel ou tel projet. Et puis, avec un objectif de 250 millions d'euros, un compartiment subvention, avec bien évidemment les aides de la région, mais aussi des subventions qui peuvent venir des plans de relance ou des plans d'appui nationaux et surtout européens, puisque nous travaillons beaucoup avec l'Europe et nous voulons faire reconnaître en quelque sorte par l'Europe que la région de Hauts-de-France en la matière est une région pionnière. Alors nous financerons de cette manière tous les projets qui sont des projets à impact dans les Hauts-de-France et évidemment, pour nous, je le répète, la bioéconomie est un des secteurs que nous pouvons développer parce que nous pensons qu'en termes de ressources, en termes d'environnement, c'est un secteur qui est un secteur clé et que nous avons dans cette région la totalité disons, on coche toutes les cases et on a toutes les possibilités et de travailler évidemment dans un esprit multipartenarial. Je dois dire que le monde agricole aujourd'hui
est pleinement intégré dans cette démarche et je m'en félicite. Bonjour à toutes et à tous. Agrotransfert a invité la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à conclure ce webinaire auquel vous venez de participer. Et c'est avec grand plaisir qu'en tant que directeur adjoint de la DRAF, j'ai répondu à cette invitation, et ce à plus d'un titre. Tout d'abord, il me faut rappeler, même si vous l'avez sans doute déjà évoqué, que la mobilisation de la biomasse est un enjeu pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et notamment à deux titres. Celui, d'une part, de l'atténuation du changement climatique à travers la séquestration du carbone et puis la substitution des énergies vertes aux énergies fossiles. Mais c'est aussi un enjeu, et je m'attarderai plus sur celui-là, pour améliorer la résilience des exploitations agricoles, et notamment parce que la mobilisation de la biomasse incite les agriculteurs à diversifier leur système de culture et leur permet aussi de diversifier leurs sources de revenus. Et pour ces deux raisons, la résilience des exploitations agricoles peut en être améliorée. Vous savez par ailleurs à quel point l'État est attaché aussi à la mobilisation de la biomasse. Ça a fait l'objet d'un schéma national de mobilisation de la biomasse, mais nous y travaillons également en région. La présidente Marie-Sophie Laine l'a sans doute évoqué. Nous essayons de décliner cette stratégie nationale en un schéma régional biomasse sur lequel nous travaillons depuis quelques temps. Mais au-delà de ces cadres nationaux ou régionaux, la mobilisation de la biomasse, nous le savons, passera par la mobilisation des territoires, par la mobilisation des acteurs dans les territoires, par l'émergence de projets concrets à des échelles différentes, et y compris des micro-projets dans les territoires. Et c'est à ce titre que le projet Philabium et la démarche Philabium nous intéressent particulièrement. Et je veux en souligner ici, en conclusion de ce webinaire, quelques acquis principaux qui nous semblent très importants. Le premier, c'est que, au fond, le travail qui a été conduit pendant 5 ans, il a permis d'élaborer une base de référence, une base de données qui sont aujourd'hui très utiles pour accompagner le développement de la bioéconomie et le développement des projets de valorisation de biomasse. Parce que cette base de référence, elle a été forgée en s'appuyant sur, d'une part, des plateformes agronomiques qui ont couvert la diversité des systèmes agronomiques de la région, et en tout cas les 4 principaux. Et puis elle s'est appuyée aussi sur des territoires pilotes sur lesquels des projets concrets, visibles, ont été mis en place et permettent de démontrer l'intérêt de la valorisation de la biomasse dans différents domaines, l'énergie ou, par exemple, avec le lin, la plasturgie. Et on a là, à travers ce réseau de sites, un effet démonstrateur, une réelle puissance, un effet vitrine pour inviter à l'émergence de nouveaux projets et fournir des références utiles pour ces nouveaux projets. Au-delà de cette base de référence, et notamment ces projets, la démarche Philabium fait la démonstration également qu'on peut trouver localement des compromis entre les visées agronomiques, les visées économiques et les visées environnementales des projets de valorisation de la biomasse. Et ça, c'est un enjeu important pour l'engagement des porteurs de projets dans ce type d'initiative. Mais elle a aussi démontré qu'on pouvait trouver des compromis tout à fait acceptables dans l'arbitrage entre valorisation alimentaire et valorisation non alimentaire. Et ça, c'est un élément déterminant de l'acceptabilité sociale de ces projets de valorisation de biomasse, de ces projets plus globalement de bioéconomie, on le sait bien, parce que même si beaucoup se rejoignent sur les objectifs assignés, par contre, on peut noter parfois des divergences sur les moyens de parvenir à ces objectifs en matière de décarbonation et en matière d'atteinte des objectifs de neutralité carbone. L'acceptabilité sociale des petits projets, des projets de bioéconomie dans les territoires, est donc quelque chose d'essentiel
Et la démarche Filabium, en prenant l'entrée principale du dialogue territorial, de l'inscription territoriale de ces projets de bioéconomie, est essentielle pour garantir l'acceptabilité sociale et donc la durabilité, la pérennité de ces projets. C'est quelque chose qui nous paraît tout à fait essentiel aujourd'hui pour garantir la réussite des projets. Alors, pour conclure, tout ça, c'était inscrit dans les intentions des porteurs de projets au moment où ils ont répondu à l'appel à projet lancé par le Commissariat général à l'égalité des territoires en 2015, l'appel à projet territoire catalyseur d'innovation. Et en fond, le travail mené depuis 5 ans avec une quinzaine de partenaires structurels, avec une quarantaine de personnes impliquées, une équipe projet de 5 personnes et un budget assez conséquent, a montré que ce qui était postulé sur le papier pouvait devenir réalité. Aujourd'hui, nous disposons donc d'une démarche, des références et de tout ce qu'il faut pour accompagner dans les territoires le développement des projets de valorisation de la biomasse. Et à ce titre-là, je voulais terminer en adressant les félicitations de la DRAF à AgroTransfert pour tout le travail accompli et ce qu'il préjuge comme potentiel de développement de la valorisation de la biomasse dans la région des Hauts-de-France à l'avenir. Merci beaucoup.